Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir. Mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler.
et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. Ces géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers. Les trous noirs comptent parmi les phénomènes les plus énigmatiques et les plus sinistres de l'univers. Ils peuvent engloutir des étoiles et des planètes entières, déformant l'étoffe même de l'espace et du temps. Mais que se passerait-il si la Terre, notre planète, était prise dans l'horizon des événements d'un trou noir? Que verrions-nous avant d'être anéantis? Nous allons voir ça aujourd'hui. Un trou noir, c'est un peu comme la brute dans la cour de récréation. On l'évite à tout prix. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. C'est comme Houdini à l'envers. Comme les flocons de neige, chaque trou noir est unique. Chacun a une masse, une rotation et une charge particulière. Et il y en a de différentes tailles, un peu comme les jeans. Skinny, slim, décontracté, regular. Enfin, il en existe 4 tailles. Les plus petits sont de masse stellaire. Ils apparaissent lorsqu'une grosse étoile n'a plus de carburant et se replie sur elle-même. Ce sont les chihuahuas du monde des trous noirs. Ils sont minuscules, mais fougueux. Ils engloutissent toute la matière environnante comme un chiot affamé. Et le plus petit d'entre eux est quand même 3 fois plus massif que notre Soleil. Viennent ensuite les cadets de cette famille cosmique, les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont trop gros pour naître de l'effondrement d'une étoile. Les scientifiques pensent qu'ils ont pour origine la fusion de plusieurs trous noirs en un seul. Et même s'ils ne dominent pas les galaxies,
ils peuvent tout de même engloutir quelques étoiles voisines. Tant mieux pour eux, hein? Mais sais-tu qui peut dominer une galaxie? Les énormes monstres de notre univers. Les trous noirs supermassifs. Ce sont des géants dont la masse varie entre des millions et des milliards de fois celle de notre Soleil. Ils jouent un rôle crucial dans la croissance et la formation de leur galaxie mère. Enfin, il y a les trous noirs ultramassifs. Crois-moi, impossible d'en imaginer la taille et la masse. Ces terreurs cosmiques sont extrêmement rares. Mais celles que nous connaissons peuvent dévorer des galaxies entières comme Pac-Man. Mais que se passe-t-il donc si l'on s'approche trop près d'un trou noir? Ou plutôt, que verrais-tu dans tes derniers instants? Eh bien, tout d'abord, tu atteindrais l'horizon des événements. C'est une sorte de point de non-retour. Une frontière invisible au bord d'un trou noir. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Par exemple, le temps commence à ralentir. Pas pour toi, mais pour une personne qui t'observerait à distance. Si tu tombais dans un trou noir, tu ne t'en rendrais pas compte. Mais si tu regardais quelqu'un d'autre tomber, tu le verrais ralentir et finalement se figer, comme quand une vidéo se surpose. En t'approchant encore, tu commencerais à voir des choses assez stupéfiantes. Sous l'effet de la gravité, la lumière environnante se déformerait, comme dans un miroir de fête foraine. Tu verrais même un halo de lumière autour du trou noir, un anneau de photons, ou des jets de particules à haute énergie s'échappant de ses pôles. Il est possible de s'approcher très près d'un trou noir sans ressentir d'effet majeur. Ce n'est que lorsque tu franchis l'horizon des événements que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es cuit. Après avoir franchi cette limite, tu ne verras plus rien. Pour la personne qui t'observe de l'extérieur, c'est comme si tu avais soudainement disparu. Parallèlement, tu pourrais commencer à te sentir un peu étiré, un peu comme un spaghetti. En effet, la gravité est si forte qu'elle te tirera dans plusieurs directions à la fois. Il existe même un terme scientifique pour décrire ce phénomène, la spaghettification. Nous aborderons la linguinification dans une autre vidéo. Maintenant que tu es à l'intérieur d'un trou noir, tu vises la singularité. Il s'agit d'un foyer de densité infinie en son centre, où toute la matière est écrasée en un seul point. C'est comme si tu essayais de faire entrer un éléphant dans une boîte d'allumettes. Tout est écrasé jusqu'à ce que tout soit aussi petit que possible. Il est temps de dire au revoir, je suppose. Tout cela te semble effrayant? Voici un autre fait amusant. Les trous noirs ne sont pas rares du tout. En fait, il y en a un au centre de chaque galaxie, y compris dans notre Voie lactée. Cela signifie-t-il que nous finirons par y être aspirés? Et si c'est le cas, comment cela se passera-t-il exactement? Imaginons un trou noir s'approchant de notre système solaire. Au début, il ne s'agit que d'une petite tache au loin. Mais au fur et à mesure qu'il se rapproche, son attraction gravitationnelle commence à faire des ravages. Les planètes commencent à dévier de leur trajectoire, les astéroïdes sont projetés dans tous les sens et les comètes se brisent en 1000 morceaux. Mais les vrais soucis, aussi vrais que sont vrais les saucisses dans un restaurant allemand, vont bientôt arriver. Quoi? Le trou noir atteindra inévitablement la Terre. Tout d'abord, l'atmosphère de notre planète se verra attirée vers le trou noir, ce qui déclenchera une énorme tempête. Des vagues gigantesques déferleront sur nos océans, l'eau elle-même étant déformée par la force gravitationnelle. Imagine un peu les océans dans cet état. Le champ magnétique terrestre est généré par le mouvement du fer en fusion dans le noyau de notre planète. Or, la force de marée extrême du trou noir perturbera ce mouvement, ce qui affaiblira et déformera le champ magnétique. Tout cela provoquera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques de grande ampleur, et la croûte et le manteau de la planète seront déchirés. Nos infrastructures et nos technologies seront complètement détruites. Les bâtiments, les ponts et les routes anéantis. Bien. Appuyons sur le bouton pause. Plutôt terrifiant, n'est-ce pas? Non, mais ne t'inquiète pas. Tu ne verras rien de tout cela, car tu auras ressenti les effets du trou noir beaucoup plutôt. Voici comment nous perdrions notre champ magnétique avant même que tout ne commence à s'effondrer. Cela signifie non seulement que le climat deviendrait invivable, mais aussi que nous serions exposés à des radiations extrêmes. Ces rayons gamma et la chaleur du trou noir modifieraient radicalement notre planète. Adieu belle nature.
et nous ne serions pas seuls dans notre misère. Encore plus terrifiant que tu ne le pensais, pas vrai? En engloutissant l'ensemble du système solaire, cette bête dévorerait à peu près tout. L'un des effets immédiats serait la perturbation de l'orbite des astéroïdes, des comètes et de tous les autres corps célestes. Les planètes commenceraient à se déformer et à s'étirer, leur surface prenant l'aspect du métal en fusion. Le Soleil lui-même serait affecté, sa surface se déformant comme une vulgaire boule de pâte à modeler. Et oui, tout cela n'est pas bien réjouissant. Mais maintenant, respire et détends-toi, parce que rien de tout cela n'arrivera jamais. Cette chaîne s'appelle Sympa, tu te souviens? Tu as plus de chances de gagner un jour au loto que de voir la Terre emportée dans un trou noir. Le trou noir le plus proche de notre système solaire s'appelle Gaia BH1. Découvert par nos scientifiques en 2022, il se trouve dans notre galaxie, la Voie lactée, à environ 1600 années-lumière de la Terre. Gaia BH1 a une masse environ 10 fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un trou noir de masse stellaire. Il n'est pas très intéressant en soi, mais sa découverte nous a permis d'obtenir des informations précieuses sur le comportement de ces monstres cosmiques. Mais, comme je l'ai dit, il se trouve à plus de 1000 années-lumière de nous. Il se déplace très lentement et ne s'approchera jamais assez pour représenter un danger. Mais n'as-tu pas dit qu'il y avait un trou noir au centre de la Voie lactée? Cela ne signifie-t-il pas qu'il aspirera un jour toute notre galaxie? Te demandes-tu peut-être? Ne te fais pas de soucis. La réponse est non. Celui qui se trouve au centre de notre galaxie s'appelle Sagittarius à étoiles. Tu te souviens de cette photo floue qui a fait le tour de l'Internet il y a quelques années? Ce trou noir est en effet très massif et exerce une forte attraction gravitationnelle, comme deux adolescents qui tombent amoureux. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'affecte que les objets qui sont très proches de lui. Les corps dans notre galaxie sont tous trop grands et se déplacent trop vite pour être attirés par des trous noirs. Mais ils n'en sont pas moins extrêmement fascinants à étudier. Les scientifiques tentent toujours de percer leur mystère. Et même s'ils ne seront jamais dangereux pour nous, ils nous rappellent l'incroyable puissance de notre univers. Bien, je crois que je vais maintenant m'intéresser à l'incroyable puissance du chocolat. 2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher? La NASA? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket.
Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Were Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée, tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Were Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri b est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP 890-9c. Je l'appellerai Bob. Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Ray, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ?
Les deux planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Rey est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains donc. Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à cette technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la deuxième planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur ? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année ? Des milliers ? Des millions ? Pendant ce temps, Bob et Rey, Hansel et Gretel, Toys R Us, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre. Si la Terre rétrécit et perd sa masse, alors la force de gravité deviendra plus faible chaque jour. Les gens réussiront à sauter plus haut et à flotter dans les airs. Il n'y aura pas assez d'air puisque toute l'atmosphère s'envolera tout simplement dans l'espace. Tout deviendra léger. L'eau se transformera lentement en gaz et la Station spatiale internationale et la Lune quitteront l'orbite de la Terre pour aller faire du surf dans l'espace. Mais si la Terre se mettait à rétrécir de 2 cm par seconde et ne perdait pas de masse, alors tout notre système solaire disparaîtrait en 15 à 17 ans. Le nombre de catastrophes naturelles augmenterait de façon exponentielle. Et tout cela commencerait par une petite poussée. Tu es au supermarché en train de faire tes courses quand tu ressens soudain un tremblement de terre. Il n'est pas fort, mais il fait tomber un paquet de chips de l'étagère. À partir de ce moment, la Terre commence à rétrécir vers l'intérieur. Imagine un ballon qui se dégonfle lentement. Sa taille diminue de seconde en seconde, mais son poids reste le même, ce qui signifie que sa densité augmente. La même chose se produit avec notre planète. Tout, du noyau à la croûte terrestre, se comprime lentement vers l'intérieur. Mais les océans, la végétation, les maisons, tout reste à l'identique. Le premier jour, les gens ne remarquent pas la différence. Pendant la journée, notre planète rétrécit de 2 km. Cela représente 0,01% de la Terre entière. Après un mois, tu peux te sentir légèrement mal. Maux de tête, faiblesse, fatigue accrue. Ton corps ressent des changements de pression. La Terre rétrécit de 64 km en un mois. Le poids de la planète reste inchangé, mais sa densité augmente. Lorsque tu te trouves sur un objet qui diminue et dont la densité augmente, tu ressens en même temps le renforcement et l'affaiblissement de la gravité. Il t'est difficile de bouger tes pieds, mais le haut de ton corps te semble léger. Tu vis près du rivage, alors tu remarques que le niveau de l'eau a augmenté. Tu prends une poignée de sable, il semble plus lourd que d'habitude, mais au niveau de ta tête, le sable perd un peu de poids. Cela se produit parce qu'il y a une gravité accrue en bas. Plus tu montes, plus la gravité s'affaiblit. Mais à chaque seconde, le niveau de gravité renforcé augmente. Tu peux arriver au dernier étage d'un gratte-ciel et ressentir une incroyable légèreté. Mais plus tu descends, plus la pression devient forte. Dépêche-toi, le gratte-ciel va bientôt tomber. La gravité et le changement de forme de la Terre détruisent les villes du monde entier. Les fondations des bâtiments s'effondrent à cause du rétrécissement constant de la croûte terrestre. Les maisons deviennent plus lourdes et font beaucoup plus de bruit lorsqu'elles s'effondrent. La poussière s'élève haut dans les airs et s'envole vers le ciel. Une partie de la poussière se dépose plus rapidement sur le sol à cause de la gravité. Les mois passent. Dans les forêts, les arbres tombent car le sol compresse et brise leurs troncs. La production agricole est interrompue. Maïs, blé, tournesol, tout cesse de pousser dans de telles conditions. Après une promenade dans le parc, tes jambes sont si fatiguées que tu as l'impression d'avoir couru un marathon. Lorsque tu es allongé dans ton lit, il t'est difficile de te lever. Tu as l'impression qu'un énorme aimant te tire vers le bas. De plus, tu sens un poids sur tes paupières.
Ton corps ressent constamment la même tension que celle que tu ressens au milieu de ta séance d'entraînement à la salle de sport. Tu dormirais facilement aux étages supérieurs, mais ils n'existent plus depuis que tous les bâtiments se sont effondrés. La pression atmosphérique augmente, ce qui provoque des maux de tête. Les centrales électriques et les usines ne fonctionnent plus. Les barrages se brisent et l'eau inonde de nombreuses villes. Internet a disparu. Plus aucun avion ne vole dans le ciel. Tous les outils de navigation cessent de fonctionner correctement car le paysage entier de la planète est en train de changer. Il n'y a plus de gadgets électroniques en état de marche dans le monde. Toutes les voitures consomment plus d'essence maintenant car leur poids augmente en raison de la gravité accrue. Tu deviens aussi un peu plus lourd. Tes jambes doivent résister à une énorme charge. Tes baskets se déchirent à cause de la pression croissante. Les rochers et les collines s'affaissent au sol. Des avalanches se déclenchent dans les zones enneigées. La modification de la taille des plaques tectoniques réveille les volcans. Ils crachent des millions de tonnes de cendres dans le ciel, mais elles se déposent rapidement sur le sol. Le sable s'écoule plus vite dans les sabliers, de même que l'eau qui sort des bouteilles. Lance un ballon de basket en l'air et il retombera plus vite au sol. Mais tu ne peux même pas jouer au basket puisque le ballon ne rebondit plus du tout. Désormais, il est aussi lourd qu'une boule de bowling. Le niveau de la mer monte de plus en plus haut. Les couches supérieures des océans inondent de nombreuses villes côtières. La pression de l'eau sur le plancher océanique augmente plusieurs fois. Aucune créature vivante ne peut survivre dans de telles conditions. Alors tous les énormes calmars et autres monstres nagent des profondeurs vers la surface. La nuit, tu regardes le ciel étoilé et tu remarques que la Lune est devenue un peu plus petite. Elle s'éloigne de la planète, mais pas pour longtemps. Les astronautes de l'ISS paniquent. Ils ont l'impression que la station s'est éloignée de la planète. Cependant, ils sont toujours dans l'orbite de la Terre. La planète diminue de taille, mais ne perd pas sa masse. Les forces gravitationnelles de la Terre restent inchangées pour l'ISS. Mais maintenant, la station vole beaucoup plus vite autour de la planète. L'eau inonde presque tous les continents. Avant, les nuages étaient hauts dans le ciel, mais maintenant, ils descendent plus bas et couvrent la surface de la planète d'un épais brouillard. Les gouttes de pluie tombent plus vite et frappent le sol plus fort. La température baisse dans le monde entier. La planète s'éloigne du Soleil et gèle lentement. Mais ensuite, tout change. L'eau revient. Désormais, la force gravitationnelle de la planète est si forte qu'elle remet les océans à leur place. La pression de l'eau augmente. Il est beaucoup plus difficile de nager, même près du rivage. La densité de la Terre atteint des valeurs colossales. Maintenant, si tu trébuches et tombes, tu ne pourras pas te relever. Seuls les petits animaux et les insectes peuvent se déplacer aussi vite qu'avant. Plus un objet est léger, moins la gravité l'affecte. Une année passe. La Terre a rétréci vers l'intérieur de 750 km. L'air, les gaz, l'atmosphère, tout devient si dense et lourd qu'il est difficile de respirer. Tu ne survivras pas longtemps dans de telles conditions. La planète qui rétrécit nous éloigne du Soleil. Le ciel devient gris car la lumière provenant du Soleil a diminué. Les nuits deviennent trop sombres. La Lune n'éclaire plus le ciel nocturne. Un stylo posé sur une table semble plus lourd qu'un haltère. La table ne peut pas le supporter et se brise sous un tel poids. 8 années se sont écoulées. La taille de la planète est réduite de moitié. Cependant, son poids reste le même. Toutes les mers et tous les océans ont gelé à cause de la baisse de température et de l'augmentation de la pression. La planète qui rétrécit exerce une pression énorme sur les minéraux naturels cachés dans la croûte. Cela crée des conditions idéales pour l'apparition des diamants. Avant, ils se trouvaient à une profondeur de 100 km. Désormais, ils affleurent à la surface. 10 ans ont passé. Le diamètre de la Terre a diminué de 7500 km. Notre planète est plus petite que la Lune, mais presque 80 fois plus lourde. Tous les satellites spatiaux qui survolent la planète sont tombés sur la Terre glacée. La Terre est en train de devenir l'un des objets spatiaux les plus denses de l'univers. La force de sa gravité attire la Lune. Elle se brise en millions de morceaux et vole autour de notre planète sous la forme d'une ceinture de pierre. 17 ans se sont écoulés. Notre planète peut tenir sur la pointe d'un cheveu. Mais elle n'a pas perdu sa masse. La densité colossale sur une si petite surface transforme notre Terre en un trou noir. Elle devient de plus en plus lourde et massive. Toutes les planètes du système solaire s'effondrent à mesure que l'obscur géant gravitationnel grandit. La lumière du Soleil y entre et ne ressort jamais.
Le trou noir absorbe non seulement la matière, mais aussi le temps. Il devient des milliers de fois plus lourd que le Soleil. Notre étoile se divise en millions de fines bandes de lumière et libère les flux d'énergie les plus puissants. Le trou noir l'absorbe. Des trous noirs qui déchirent d'énormes étoiles, des pulsars qui tournent à des vitesses incroyables et émettent de puissants faisceaux d'énergie, des nébuleuses colorées qui créent des feux d'artifice d'étoiles naissantes, des galaxies de toutes les couleurs et de toutes les tailles possibles. Oui, tout cela se trouve dans notre univers, mais il n'est pas infini, il a une limite. Un mur au sens propre, et au-delà, il y a le néant absolu. Alors embarquons pour un voyage vers ce mur. Mais commençons par le commencement. Notre univers est comme une énorme poupée russe. Si tu l'ouvres, tu en trouveras une plus petite à l'intérieur. C'est une galaxie. À l'intérieur de celle-ci se trouve encore une poupée plus petite. C'est notre système solaire. Et la plus petite poupée de toutes est la Terre. Chacune de ces poupées a des frontières que nous allons traverser. Pour cela, nous aurons besoin d'un vaisseau spatial de grande taille. Il doit aussi être capable de se déplacer 100 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu montes à bord et tu démarres les moteurs. Notre première limite se trouve à 100 km au-dessus du niveau de la mer. C'est 10 fois plus haut que l'altitude des avions de ligne. Ce point s'appelle la ligne de Kármán. Elle sépare l'atmosphère terrestre de l'espace extra-atmosphérique. Maintenant, volons plus loin jusqu'au bord de notre système solaire. Nous allumons les hyperpropulseurs et passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Nous avons parcouru une distance de 100 unités astronomiques. Une UA est la distance entre la Terre et le Soleil. Et voici la limite de notre système solaire, l'héliosphère. Ici, la vitesse du vent solaire diminue rapidement. D'abord, elle passe de 1 million de km par heure à la vitesse du son. Ensuite, il y a une couche appelée l'héliopause. C'est là que le vent disparaît presque complètement. Puis notre vaisseau subit une vague d'étrave. C'est là que nous ressentons la force du vent interstellaire, qui entre en collision avec la frontière de notre système solaire. Lorsque tu passes cette frontière, tu te retrouves dans l'obscurité de l'espace interstellaire. Et c'est là que tu trouves les deux objets fabriqués par l'homme qui ont fait ce voyage pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Voyager 1 a franchi cette frontière en 2004. Voyager 2 l'a fait en 2007. Ces sondes spatiales ont découvert que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite autour du Soleil. Sa frontière sud est 10 UA plus proche de l'étoile que sa frontière nord. Nous nous déplaçons donc dans l'espace interstellaire et nous approchons bientôt d'un mur de pierre autour de notre système solaire. 200 000 UA plus loin, et le voilà. Ce mur de pierre est le nuage de Oort. En réalité, c'est une ceinture d'astéroïdes qui entoure notre monde. Les scientifiques pensent que le nuage de Oort pourrait être la source des comètes et des météorites qui tombent sur la Terre. Mais ils sont si dispersés que nous pouvons facilement nous glisser entre eux. Maintenant, nous sommes dans l'obscurité totale. La Voie lactée fait environ 106 000 années-lumière de diamètre. Avec une fusée classique, il faudrait des milliards d'années pour parcourir cette distance. Mais tu accélères au maximum, tu passes magistralement devant les étoiles et les planètes comme sur un circuit de course. Et en quelques minutes, tu es au bord de notre galaxie. Il n'y a plus de vent interstellaire. Tout ce que tu vois, ce sont des points lumineux quelque part au loin. Ces points sont d'énormes galaxies. Il nous faut consulter une carte pour se rendre jusqu'au bord de notre univers tout entier. Tu es ici, près de la Voie lactée. Elle fait partie d'un amas de galaxies appelé le superamas Laniakea. Mais même cet énorme amas est comme une aiguille dans une botte de foin. En faisant un zoom arrière, on trouve le superamas Hydra Centaurus. Des milliers de galaxies sur la carte ressemblent à de petits points. Zoom arrière maximum. Voici tout notre univers observable. Nous pensions qu'il était infini, mais nous avons peut-être la preuve qu'il y a une frontière. Elle se trouve ici, à 10 milliards d'années-lumière de chez nous. Même si tu te déplaçais à la vitesse de la lumière, un voyage là-bas prendrait 2 fois plus de temps que l'existence de notre planète entière. Pendant ce temps, soit le Soleil s'éteindrait, soit il exploserait comme une supernova, détruisant tout notre système solaire. Et si tu pouvais vivre aussi longtemps et revenir ensuite chez toi, tu verrais que notre galaxie n'existerait plus. Elle est depuis longtemps entrée en collision avec la galaxie d'Andromède et a fusionné en un seul grand corps cosmique. Heureusement, ton vaisseau est capable de déformer l'espace-temps pour que ce voyage prenne littéralement quelques secondes. Boum! Félicitations, tu es arrivé à destination.
Le supervide d'Eridanus. Certains scientifiques pensent que cet endroit est la preuve des collisions de notre univers avec quelque chose d'assez grand pour laisser une si grande cicatrice. Le supervide d'Eridanus est un espace vide et froid de 1 milliard d'années-lumière de large. Si tu imagines ce vide comme une tasse, il pourrait contenir au moins 10 000 galaxies. Et il est apparu après un accident aux proportions gigantesques. L'objet qui s'est écrasé dans notre univers n'était autre que un autre univers. Oui, d'autres univers peuvent réellement exister. Imagine que notre univers entier est une énorme bulle qui contient tous les amas de galaxies de l'univers observable. Il pourrait y avoir un nombre infini de telles bulles qui seraient nées pendant le Big Bang. Ces univers peuvent être différents d'une autre. Ils peuvent abriter d'autres galaxies et nébuleuses. Mais ces bulles pourraient aussi être des univers parallèles. Cela signifie que si tu as choisi des céréales plutôt que des flocons d'avoine ce matin, dans un autre univers, ton alter ego pourrait avoir choisi les flocons d'avoine. Chaque choix que tu as fait dans la vie a eu des conséquences complètement différentes dans un univers parallèle. Et comme le nombre de choix est infini, il y a une infinité d'univers parallèles. Donc, comme une bulle ordinaire, notre univers a une paroi qui se trouve près du supervide d'Eridanus. Il y a longtemps, une autre bulle est passée devant la nôtre. En se rapprochant l'une de l'autre, leurs champs gravitationnels ont commencé à interagir. Notre mur frontalier a commencé à se déformer et à s'étirer vers l'autre univers. La même chose s'est produite de l'autre côté. Puis, les parois des deux univers sont entrées en contact. Mais comme les bulles ont bougé, leur lien a commencé à se rompre. Et l'autre univers a arraché un énorme morceau du nôtre. Un vide froid s'est formé au niveau de point de collision. C'est le supervide d'Eridanus. Le problème est que l'univers a la même apparence pour un observateur, quel que soit son point de vue. Par exemple, imagine un ballon de basket suspendu en l'air. Maintenant, si nous plaçons une fourmi sur le ballon et lui demandons de trouver le bord du ballon, elle se mettra à tourner autour en faisant un nombre infini de cercles. Mais le paysage autour de la fourmi ne changera pas. Tout ce qu'elle verra, c'est un univers arrondi parce que la sphère reste la même, quel que soit le point de vue. La même chose se produit lorsque nous essayons de trouver le bord de notre univers. Tout cela parce que nous imaginons le monde dans un espace tridimensionnel et que notre vue est limitée. Par exemple, tu vois un carré ordinaire dans un espace bidimensionnel. Mais si tu ajoutes de la profondeur et que tu changes le point de vue, voilà, c'est un cube. Si nous pouvions voir l'univers dans un espace à 4 dimensions, un carré pourrait être quelque chose de complètement différent. Mais peut-être pourrions-nous quitter notre bulle d'adoption. La clé pour voyager dans un autre univers se trouve peut-être à l'intérieur d'un trou noir. Un trou noir est l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si massifs qu'ils déforment non seulement l'espace, mais aussi le temps. C'est comme placer un rocher très lourd sur un filet. Le filet s'affaissera, et plus tu te rapprocheras du rocher, plus la courbure sera forte. Une fois que tu es dans le champ gravitationnel d'un trou noir, tu ne peux plus en sortir. Nous ne savons toujours pas ce qui pourrait se trouver au cœur d'un trou noir. Certains scientifiques supposent que les trous blancs existent aussi. Théoriquement, ils devraient naître en même temps que les trous noirs. À l'exception de la couleur, ils sont l'exact opposé des trous noirs. Rien ne peut s'approcher d'un trou blanc. Pour l'instant, il n'y a pas de données sur ces objets, mais la théorie de la relativité générale suggère qu'ils existent. Il existe également une théorie selon laquelle un trou noir pourrait être un portail vers un autre univers. Lorsque tu entres dans un trou noir, tu peux ressortir de l'autre côté par l'horizon des événements du trou blanc. Tu contournes donc la frontière des univers et tu te retrouves dans un monde complètement différent. Mais nous avons peut-être la preuve qu'un trou blanc existe. En 2006, les scientifiques ont découvert une explosion d'énergie inhabituelle à 1,6 milliard d'années-lumière de la Terre. Ce sursaut était unique. Il ne ressemblait pas à une explosion de supernova ou même à la fusion de deux trous noirs. Certains astronomes pensent que c'était la naissance d'un trou blanc, mais comme il était instable, il a été détruit presque immédiatement. Ce processus n'était pas sans rappeler la naissance de notre univers tout entier, le Big Bang. Les scientifiques l'ont donc appelé le Little Bang. Ok, tout le monde se calme. Fin du monde. Prise 1. Au début, cela ressemble à une boule de feu. Elle grossit d'une minute à l'autre. Bientôt, elle semble être plus grosse que le soleil. Les gens sont figés sur place, les yeux rivés sur le ciel. Ils n'ont pas encore pris conscience qu'ils doivent courir pour sauver leur vie. Non pas que cela va les aider. L'astéroïde percute la Terre avec une force énorme. Il ne s'arrête pas de bouger avant d'avoir traversé la croûte terrestre à une profondeur de plusieurs kilomètres.
des milliers de kilomètres cubes de roches solides se transforment instantanément en vapeur. Toutes les créatures et les personnes qui sont assez proches pour assister à la collision ne vivent pas plus de quelques secondes. Le sol autour du cratère d'impact est recouvert de centaines de mètres de cendres brûlantes et de gravats. Quelques secondes à peine après la collision, l'herbe, les arbres et les buissons à des kilomètres à la ronde prennent feu. Mais ce n'est pas tout. La collision déclenche une série de catastrophes naturelles, à commencer par des tsunamis. Ce qui n'a pas brûlé dans les premières minutes est inondé. Dans certains endroits, les vagues du tsunami dépassent 305 mètres de hauteur. Des tremblements de terre commencent à secouer la planète. Moins d'une heure après que l'astéroïde s'est écrasé sur la planète, une rafale de vent fouette le monde. Sa vitesse est de plus de 1000 km/h. L'ouragan aplatit tout ce qui est encore debout et disperse des débris sur des kilomètres à la ronde. Un peu plus loin de la zone d'impact, le ciel commence à s'assombrir. C'est pourquoi les étoiles filantes semblent encore plus brillantes. Mais ce ne sont pas des étoiles, ce sont des débris qui retombent en pluie sur la planète. Ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre en brillant d'un rouge inquiétant à cause du rayonnement infrarouge. Ce ne sont que les premières heures après la collision, mais le ciel est presque complètement noir. Au moment où il commence à s'éclaircir, il n'y a plus de vie sur la planète. Les cendres sont encore en suspension dans l'air. Quand il pleut, l'eau devient très acide. Les incendies continuent de faire rage. Ils produisent des tonnes de toxines qui détruisent la couche d'ozone. La Terre perd son dernier bouclier contre les radiations du Soleil. Ok, ce scénario est un peu trop sombre et triste. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La fin du monde pourrait être bien différente. Un jour, une planète errante pourrait pousser la Terre hors de la zone habitable et sur une orbite extrême plus éloignée du Soleil. Le climat de toute la planète commence à devenir de plus en plus froid. Il devient impossible de vivre près des pôles. Toute la vie se rassemble près de l'équateur. Très vite, la moitié de la planète se transforme en un désert glacé. La nourriture et d'autres ressources commencent à manquer. Il fait de plus en plus sombre. Il n'y a pas assez de lumière pour que les plantes obtiennent de l'énergie. Elles se fanent et les animaux qui s'en nourrissent ne peuvent plus s'alimenter et meurent. Plus notre planète est éloignée du Soleil, plus l'attraction gravitationnelle de l'étoile sur notre planète est faible. Au final, notre belle planète bleue s'éloigne trop de sa principale source de lumière et de chaleur. Elle se transforme en un morceau de roche sans vie recouverte d'une épaisse couche de glace. Non, cette fin n'est pas très joyeuse non plus. Elle fait même froid dans le dos. Autre chose ? Le Soleil pourrait s'étendre et se transformer en géante rouge. Si cela arrive, ça changera toute la zone habitable du système solaire. Le processus commence quand notre étoile n'a plus d'hydrogène dans son noyau. Cela déclenche plusieurs réactions. Au final, le noyau se réchauffe et devient plus dense, ce qui fait grossir le Soleil. Pendant cette transformation, le Soleil avale Vénus, Mercure et la Terre. L'étoile en expansion engloutit notre planète avant même qu'elle n'atteigne l'extrémité de sa phase de géante rouge. Elle va croître encore pendant environ un demi-million d'années. Dès que la Terre est dans l'atmosphère du Soleil, son orbite change. La planète s'enfonce en spirale dans la chaleur torride de l'étoile. Mais rien ni personne n'est là pour en être témoin. Bien avant cela, le Soleil a fait évaporer tous les océans de notre planète. À la fin, la Terre fond. Ok, ça pourrait être quelque chose de très différent. Partout dans le monde, les gens se réveillent au milieu de la nuit. Il fait aussi clair que pendant la journée, mais ce n'est pas la lumière du Soleil. Les cieux sont illuminés d'innombrables aurores, rouges, vertes, violettes. Elles apparaissent même dans les régions où personne n'en a encore vu, comme aux Bahamas, en Jamaïque ou à Hawaï. Le Soleil est une gigantesque boule de gaz en combustion, en constante évolution. De temps en temps, il crache des rafales d'énergie. Ce sont les éruptions solaires. Elles sont souvent accompagnées d'éjections de masse coronale. Cette fois, le Soleil a produit une tempête géomagnétique épique et l'a lâchée sur la couche protectrice de notre planète. Des vagues de particules chargées frappent l'atmosphère de la Terre. Le champ magnétique de la planète n'est pas assez puissant pour l'arrêter. Il cède et la tempête frappe la Terre, causant des ravages. Elle commence par perturber les GPS et mettre hors service les satellites. Ensuite, la tempête perturbe les communications par satellite. Mais l'une des pires conséquences est liée au réseau électrique. Les surtensions causées par les particules provenant du Soleil endommagent les transformateurs géants. La Terre se retrouve sans électricité pendant des années. Il n'y a pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone, les systèmes d'approvisionnement en eau sont hors service. Il n'y a pas de nourriture dans les supermarchés, il n'y a pas d'électricité et les gens ne peuvent pas redémarrer les réseaux électriques déjà endommagés. La faune sauvage s'empare de la planète
créant une sorte de monde post-apocalyptique. Comme dans certains films, les singes dominent la planète pendant un moment. Ok, quoi d'autre? Si tu disposais de la vision gamma, tu serais capable de voir des flashs immenses. Ils se produisent tous les jours, éclipsent tout ce qui t'entoure puis disparaissent à nouveau. Ces flashs sont des sursauts gamma. L'un d'entre eux pourrait anéantir l'atmosphère de la Terre. Le flash qui va détruire notre planète est né dans une galaxie lointaine lorsque 2 étoiles en effondrement ont fusionné. Il est immensément puissant. Il transporte 10 quadrillions, soit 1 suivi de 16 zéros, fois plus d'énergie que notre Soleil. Lorsque l'explosion se trouve à 1000 années-lumière de la Terre, elle brille déjà autant que le Soleil. L'atmosphère de notre planète essaie de nous protéger lorsque l'explosion s'approche trop près. Mais ce bouclier ne dure pas. Le rayonnement est si puissant qu'il cuit littéralement l'atmosphère. Il crée des oxydes d'azote qui détruisent la couche d'ozone. Sans cette couche, les rayons ultraviolets provenant du Soleil frappent de plein fouet la surface de la Terre. Ils anéantissent le minuscule plancton de l'océan. Or, ce plancton produit entre 50 et 70% de tout l'oxygène de notre planète. Il disparaît donc et bientôt, il y a un grave manque d'oxygène. La vie terrestre disparaît en premier. Ensuite, les créatures commencent à disparaître des mers et des océans. Finalement, la chaleur et les rayons ultraviolets du Soleil transforment la planète en un énorme morceau de roche stérile. Bon, aucun de ces scénarios n'est vraiment réjouissant. Alors gardons la Terre comme elle est, d'accord? Ou sinon, pourquoi ne pas faire exploser Mars à la place?